Ok. Bah, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va démarrer ce webinaire. Il sera enregistré. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, ils pourront y assister en replay. L'objectif, du coup, aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet qu'on rencontre de plus en plus avec nos clients, qui est le sujet de l'international. Donc, ceux qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent pas encore. Du coup, Marketing, on est une agence et un cabinet de conseil du coup sur les sujets de l'inbound marketing et du marketing automation. On existe depuis 5-6 ans. Alors, c'est pas grand-chose, mais finalement, on regarde de ce marché-là, on fait partie des acteurs les plus expérimentés. On va accompagner nos clients qui sont aujourd'hui principalement des acteurs B2B et des éditeurs de logiciels, des sociétés de conseil et des différents acteurs, notamment pas mal de startups technologiques, sur l'adoption de nouveaux outils, des solutions de marketing automation, et puis aussi de nouvelles méthodes comme l'inbound marketing, le marketing automation, pour aller atteindre des nouveaux objectifs, type générer davantage de leads ou commencer à engager une conversation un peu plus personnalisée avec leurs prospects, avec une ambition qu'on poursuit tous en tant que marketeur, qui est d'apporter le bon message à la bonne personne au bon moment et puis de faire en sorte qu'on gagne en productivité, qu'on gagne en efficacité au sein de nos activités marketing. Donc, marketing, on est un petit peu différent dans le sens où on va être assez full stack sur la démarche de marketing automation. Donc, on va être capable d'accompagner nos clients autant sur la partie conseil et stratégique que sur la partie plutôt technique et implémentation de solutions et sur la partie aussi un peu plus agence, donc effective sur du web design, de la production de contenu, de la mise en place de différentes typologies d'actions comme du design, des scénarios, du social media, des actions de paie. On a accompagné aujourd'hui plus d'une centaine de sociétés différentes. Il y en a certains qu'on accompagne depuis pas très longtemps, d'autres qu'on accompagne depuis plusieurs années sur des sujets qui sont stratégiques, organisationnels et techniques autour de ces nouvelles manières de faire du marketing. Le sujet qu'on va aborder du coup aujourd'hui, on a décidé de le traiter selon 3 angles. Déjà de vous présenter aussi les enjeux de l'internationalisation du marketing, puis de rappeler aussi les bénéfices que ça peut avoir aujourd'hui d'utiliser ces leviers-là quand on est dans une logique aujourd'hui où on veut attaquer des nouveaux marchés, où on veut se présenter à l'international et puis générer du business sur de nouvelles régions. Et puis après, quelques best practices aussi pour vous, qui est certainement dans cette réflexion-là aujourd'hui, à savoir les points clés pour un déploiement international réussi. Donc alors pourquoi on parle autant de marketing? Parce que le marketing finalement c'est qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, faire signer de nouveaux clients, c'est de la vente et c'est du marketing, c'est les deux ensemble. On parle de plus en plus de marketing, on parle de marketing automation, on parle de social selling, etc., d'ABM. Donc le marketing prend de plus en plus de place parce que le comportement d'achat est aujourd'hui assez différent de ce qu'on pouvait observer auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, finalement, la vente, c'était très important et ça faisait la plus grosse partie du travail. Et puis, on avait des actions de communication un peu en haut de l'entonnoir sur cette phase d'évangélisation, d'awareness, où on avait un message qui était très général, qui était là pour faire connaître l'entreprise, pour faire connaître ses services, pour éventuellement évangéliser le marché. Et puis, la vente faisait la plus grosse partie du travail. Aujourd'hui, on est sur un marketing qui va plus loin parce que le cycle d'achat, il est digitalisé, il est en ligne. Et finalement, aller plus loin, ça veut aussi dire finalement faire face à différents types de scénarios, différents types de personas, différents comportements d'achat, différents types de cycles de vente. Et donc, finalement, un marketing qui doit aller s'adapter plus loin, aller plus loin dans la vente et qui doit finalement devenir un peu plus personnalisé et un peu plus one-to-one. Donc, ça veut dire des nouveaux outils, des nouvelles manières de faire, des nouvelles typologies de messages qu'on n'avait pas auparavant, qui nous permettent d'aller vers cette personnalisation-là. Donc, il y a aussi un élément qu'il faut rappeler. Aujourd'hui, on parle pas mal d'inbound marketing et de marketing automation. Donc, ces deux méthodologies, souvent, on les entend un peu en parallèle. Et on se dit que si je veux faire de l'inbound marketing, il va falloir que je mette en place un outil de marketing automation. Ce qui est effectivement vrai, et ce qui reprend mon propos de ce que je viens de dire, c'est que quand on va aller finalement sourcer des prospects potentiels ou travailler du contact avec une approche personnalisée, c'est notamment le cas en inbound marketing, puisqu'on va aller attirer des gens à nous. Attirer des gens à nous, ça veut dire des gens qui sont à différents niveaux de réflexion, des gens qui sont matures, des gens qui sont en cours de réflexion, des gens qui ont plutôt telle ou telle problématique et qui cherchent des solutions à ces problèmes-là. Donc, ça veut dire pas mal de scénarios possibles. Et finalement, pour traiter aujourd'hui de l'entrant, donc des gens qui vont convertir sur des landing pages,
L'idéal, c'est aujourd'hui, du coup, de se munir d'outils qui vont nous permettre de segmenter, qui vont nous permettre de scorer, qui vont nous permettre de raconter la bonne histoire à la bonne personne au bon moment. Et finalement, on a besoin d'une machine à lead pour faire de l'inbound marketing proprement et de l'acquisition, une machine qui sait parler à nos prospects et qui leur raconte la bonne histoire. Donc, on peut faire du marketing automation sans faire de l'inbound. On peut segmenter, scorer, emailer et finalement avoir une relation commerciale et une relation marketing automatique ou automatisée avec un outil type HubSpot, Marketo, Acton, sans faire d'inbound. On peut très bien faire ça. Par contre, ça va être compliqué de faire de l'inbound, donc de faire de l'acquisition industrielle à tous les niveaux de maturité avec une logique systémique, si on n'a pas une solution qui nous permet finalement d'exclure, d'inclure et finalement de raconter l'histoire avec le bon momentum aux prospects qu'on va aller générer. Donc la mécanique simplifiée, j'aime bien la rappeler comme ça, c'est que finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de générer du trafic qui va nous permettre d'identifier un certain nombre de leads qualifiés qu'on va pouvoir adresser au CRM, et puis aussi d'identifier du coup des leads qui sont peut-être un peu moins chauds et qu'on va pouvoir soit travailler avec des logiques de nurturing, soit abandonner. C'est pas très grave, hein. Mieux vaut abandonner finalement qu'envoyer des mauvais leads aux commerciaux et qui vont finalement leur décrédibiliser le marketing, leur faire perdre du temps. Mieux vaut les abandonner et les exclure parce que finalement cette société-là est trop petite, pas dans la cible, n'a pas assez de budget, n'est pas suffisamment motivée, plutôt que d'aller inonder nos prospects avec des contacts qui ont simplement souscrit à la newsletter ou téléchargé un livre blanc et qui ne sont pas du tout dans la cible. Donc, on a besoin d'avoir une machine à lead et c'est un peu le prérequis finalement avant de se dire que je vais aller attaquer mes leviers d'acquisition pour introduire ou injecter des contacts dans cette mécanique-là. Et si on va aller demain à l'international, maîtriser ce modèle-là, ça va vraiment être un sujet. Parce que l'international, ça va rapporter finalement une couche de complexité et on a vraiment besoin aujourd'hui, avant de se dire je vais aller faire de l'international et avant de se dire je vais faire de l'acquisition de manière massive, on a besoin de maîtriser aujourd'hui la vente. Et là, je disais business first, finalement, c'est que on parle dans les startups aujourd'hui, on parle beaucoup du concept de product market fit et c'est assez vrai. C'est que finalement, si on n'a pas une offre aujourd'hui qui rencontre facilement son marché, où on comprend bien les mécaniques d'achat, on comprend bien le cycle de vente, on connaît les cibles auxquelles on s'adresse et comment elles se comportent, c'est un peu un prérequis finalement à demain automatiser ça dans un outil. Et demain, l'automatiser avec une logique industrielle et notamment à l'international, ça sous-entend aussi qu'on l'ait déjà bien maîtrisé sur une région et sur un périmètre donné, parce que l'international va venir rajouter de la complexité dans cette affaire. Donc, c'est important aujourd'hui de bien maîtriser déjà son business, bien maîtriser son prospect, bien maîtriser son cycle de vente, avant de venir rajouter des couches de complexité, soit sur de l'acquisition, soit sur de l'international. Donc, ce que je voulais dire en substance, c'est que finalement, le marketing automation, c'est un outil qu'on va utiliser. On verra les avantages tout à l'heure pour aller à l'international. C'est très intéressant. C'est pas magique. Et donc, on va avoir besoin d'y aller step by step. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que si vous n'arrivez déjà pas à maîtriser votre persona, votre cycle de vente dans votre région originelle, ça va être compliqué de se rajouter une couche sur différentes langues, différents cycles de vente, éventuellement différentes typologies de marché, parfois des facteurs culturels. On ne peut pas aujourd'hui prendre une instance finalement de marketing automation ou une stratégie d'inbound marketing qui a ses contenus, etc., qui n'est pas complètement optimisée, complètement maîtrisée, complètement mesurable, et simplement décliner ça avec différentes langues pour aller attaquer d'autres marchés, ça sera insuffisant et ça va devenir une usine à gaz où on va avoir du mal à performer. Donc, c'est vraiment important et c'est aussi souvent un facteur clé pour les startups en termes de financement, c'est d'avoir à un moment prouvé sur leur marché qu'elles étaient capables d'avoir la bonne offre pour la bonne cible et d'être déjà capable d'industrialiser ça sur le plan local pour pouvoir aller derrière rajouter une couche de complexité sur la langue, sur la culture, éventuellement sur des autres typologies de marché. On a généralement trois types de stratégies en termes de go-to-market. On va parler de standardisation, d'adaptation ou de standardisation adaptée.
L'objectif là, c'est de savoir finalement si aujourd'hui, et ça, c'est la réponse, va finalement dépendre beaucoup des entreprises auxquelles on a affaire. C'est est-ce qu'on va vendre les mêmes produits et services dans tous les marchés et finalement on est sur une logique très standard où tous les marchés vont être très uniformes. C'est le cas souvent dans de la vente très grand compte parce que les très très grands comptes vont avoir finalement un comportement assez médian et assez différent assez peu différent d'un pays à l'autre. Donc, on est sur des stratégies derrière qui sont plutôt standards, où on peut être sur des stratégies d'adaptation où on va aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire vraiment faire presque un marketing qui est complètement différent, voire designer une offre différente pour un autre pays. Et là, du coup, c'est vraiment une logique aussi de stratégie marketing et stratégie produit. Et puis, on a quelque chose d'entre les deux, et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est finalement une standardisation adaptée, et c'est le cas qu'on va traiter le plus. C'est d'avoir quand même quelque chose en commun, un grand tronc commun, qu'on va pouvoir derrière adapter, décliner en fonction de la région et de ce qui nous intéresse le plus. Vont se poser alors plusieurs questions. Il y en a une qui est la centralisation versus la décentralisation. Donc, ce qu'on va rencontrer, nous, pas mal, c'est un marketing automation qui est quand même plutôt centralisé avec différentes variantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire centralisé? Ça veut dire qu'à un endroit, on va piloter finalement toute cette logique finalement d'industrialisation email, de tâches, d'automatisation au même endroit. Donc, ça lève certaines questions. Il y a des contraintes de taille, il y a des contraintes d'organisation qui sont les vôtres. Donc, si vous êtes tout petit, forcément, vous n'allez pas avoir des filiales qui vont faire chacune dans leur coin ce qu'elles veulent. On va avoir besoin finalement de rentrer dans une logique d'industrialisation en termes aussi d'organisation vis-à-vis de ça. Est-ce qu'on a une instance de marketing automation? Est-ce qu'on en a plusieurs? Comment on va gérer la gouvernance de cet outil-là? Donc, soit on centralise finalement l'usage et on va avoir une équipe qui peut être multiculturelle, multilingue, qui va derrière piloter des campagnes pour l'ensemble des différents marchés. Ça, c'est un scénario. On peut avoir à l'inverse finalement un marketing complètement décentralisé où chaque pays va avoir son propre outil, faire ses propres campagnes et finalement gérer ça de manière autonome. Donc ça, c'est aussi un cas qu'on peut rencontrer. Certains grands comptes fonctionnent comme ça. Et puis, on a un peu un chemin entre les deux qui est assez intéressant lorsqu'on va être dans finalement une certaine taille. C'est d'avoir un marketing automation dans un outil commun où on va créer des templates de campagne, donc finalement des scénarios types avec des emails, des landing pages, donc des campagnes un peu prêtes à l'emploi que le central, donc une équipe finalement au siège, va mettre à disposition des équipes marketing des filiales et qu'elles vont pouvoir, si elles le souhaitent, utiliser, ajuster, tuner pour les besoins locaux ou éventuellement, si ça ne s'y prête pas, ne pas utiliser cette campagne-là de manière ponctuelle. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est assez intéressant et il y a plusieurs sujets derrière. C'est que finalement, on va s'intéresser à comment gagner en productivité, comment aussi autonomiser les équipes lorsqu'elles ont besoin d'être en one-to-one et lorsqu'elles ont des besoins très spécifiques sur leur région. Ça, c'est des sujets qu'on va devoir traiter, mais ça va dépendre du choix de l'outil, ça va dépendre aussi de la maturité de l'équipe, de la maturité du cycle de vente, de la taille d'entreprise. Donc, il y a pas mal de critères qui vont nous faire pencher plus ou moins vers l'un ou l'autre de ces scénarios-là. Donc, ce qu'on revoit souvent, c'est l'uniformité de l'offre. Donc, c'est plus facile de centraliser quand on vend la même chose dans tous les pays. Alors, c'est pas aussi binaire que ça, hein, c'est pas forcément rouge et vert tout du long. Ça va être aussi plus facile à faire quand on a des niveaux de maturité qui sont assez équivalents d'un marché à l'autre, quand on a des régions qui sont très matures, où il va falloir faire finalement beaucoup de bottom funnel marketing, puis des régions où il va falloir faire plus d'évangélisation. C'est pas évident de tout centraliser parce que les besoins sont tellement différents que derrière, c'est un peu contre-productif, hein. Donc, c'est toujours intéressant du coup de s'intéresser, et ça va être vraiment très différent d'un business à l'autre, d'une activité à l'autre, mais il faut prendre en compte un certain nombre de critères qui vont plutôt faire pencher le scénario vers la centralisation, vers la décentralisation ou vers quelque chose d'intermédiaire. Il y a aussi le choix de la technologie qui va derrière impacter ça. Donc, on a deux grandes familles d'outils de marketing automation aujourd'hui. On a les solutions un peu dites lourdes, type Marketo, Eloqua. Ça va être le cas aussi de Salesforce Marketing Cloud. On va avoir Adobe Campaign. Donc, finalement, des grandes machines
qui sont des outils très puissants, très connectés, très customisables, qui vont vraiment venir. Donc, c'est des outils complexes à utiliser, mais en même temps qui ont l'avantage de pouvoir s'adapter à la complexité du marché et de leurs clients. Et puis, on a des outils un peu plus légers, type Acton, Pardot, HubSpot, Webmecanic, ou ce type de solutions-là, qui sont plus faciles à utiliser au quotidien pour driver des campagnes, mais qui vont peut-être être un peu limitants sur les très, très grandes organisations pour avoir des reporting hyper précis par filiale, par pays, et de faire un peu de BI aussi à l'intérieur de ces technos-là. Donc, on a finalement ces deux parties pris. Très souvent, c'est la taille de l'entreprise qui va nous orienter et la complexité du business qui va nous orienter plutôt vers le tier 1 ou vers les outils un peu plus actionnables de niveau 2. Donc, ça ne veut pas dire forcément que Marketo est toujours meilleur qu'HubSpot. Ça va vraiment dépendre du cas de figure. Mais c'est important d'avoir l'outil qui vous convient et dans lequel aujourd'hui vos outils sont à l'aise pour travailler, pour motoriser des campagnes et qui vont vous donner aussi le niveau de reporting que vous souhaitez. Si vous avez plein d'instances dans chaque pays, ça va être difficile de sortir des rapports consolidés. Là où Marketo peut-être peut avoir une instance commune avec différentes partitions pour chaque pays et vous allez pouvoir sortir du reporting commun facilement tout en donnant finalement l'illusion d'une instance propre à chaque pays. Donc on a différents scénarios. Là, c'est intéressant de se poser cette question-là en amont parce qu'une fois qu'on part avec une solution, on y est quand même pour un petit moment. Ce qu'il va aussi falloir prendre en compte, c'est la notion d'autonomie, les contraintes locales. Et le point majeur pour moi, c'est la compétence de l'équipe et vraiment le besoin de reporting. Est-ce qu'il me faut du consolidé ou est-ce qu'il me faut quelque chose de local? Et finalement, aujourd'hui, les filiales ont beaucoup d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment des choix groupes et des stratégies qu'on va rencontrer au niveau des différentes entreprises. Par quel pays commencer? Donc ça, c'est souvent aussi un sujet. Donc, quand on est avec une entreprise française, généralement, on commence en français. Ça ne veut pas dire que la France est toujours le pays le plus important pour eux. C'est important de commencer dans la langue, je pense, où on est le plus à l'aise pour documenter la vente, pour industrialiser le process, pour aller finalement définir nos objectifs, définir nos personas, bien comprendre le cycle de vente, bien documenter. Et l'idéal, c'est de construire en fait quelque chose où on essaie d'orienter nos clients vers ça, et d'avoir un moment, quelque chose comme un sales playbook ou un outil de ce type-là qui va nous permettre de se dire, voilà notre démarche de vente la plus standard possible, en fonction des verticales, en fonction du niveau de maturité des contacts, en fonction des canaux utilisés. Voilà ce qu'on va leur dire, voilà le cycle de vente, voilà la durée type du cycle de vente. Et éviter d'être trop dans une logique de ça dépend, parfois il faut leur dire ci, parfois il faut leur dire ça, d'être dans quelque chose de trop informel parce qu'on ne peut pas automatiser ou industrialiser l'informel. Et si on n'arrive déjà pas à le faire dans son pays où on est le plus proche du client et où on le connaît bien, ça va être dur de le faire demain dans d'autres pays. Donc on conseille souvent de commencer par là où on est plus proche du client et on sait industrialiser quelque chose, et après de passer directement par le pays qui est le plus intéressant d'un point de vue business. Et très souvent, on passera en anglais, soit sur du UK, soit sur du US, pour aller industrialiser la suite de l'histoire. Alors, les bénéfices finalement de ce type de pratique-là aujourd'hui, pourquoi on ferait de l'inbound et pourquoi on fait de l'automation à l'international, c'est intéressant de mixer les deux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Finalement, le marketing automation, c'est un peu un prérequis à l'inbound. On peut faire du marketing automation sans faire de l'inbound. L'intérêt du marketing automation, c'est de pouvoir aller industrialiser des choses, des mécaniques, des attributions, des alertes, segmenter, scorer et puis surtout aussi mesurer ce qu'on fait d'un point de vue marketing. Donc ça va avoir un vrai atout pour aller tester et apprendre sur des marchés. Et puis l'inbound, c'est aussi une capacité à aller finalement générer des prospects puisqu'on a vraiment cette logique d'acquisition. Et souvent, quand on va à l'international ou quand on démarre, on a peu de visibilité, peu de marques, peu de présence, peu de connaissances aussi. Il faut qu'on s'adapte. Donc, c'est pas évident. Et l'inbound a pas mal de points intéressants pour aller créer finalement un site avec quelques articles. Donc, ça donne un peu de profondeur et un peu d'épaisseur lorsqu'on va attaquer l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et ça crée une présence où à un moment, on va aussi se rapprocher du contact, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Donc, l'inbound a cette approche un petit peu expérimentale et cette capacité à générer du prospect intéressante. Donc, c'est l'intérêt qu'on va y voir sur ces outils-là par rapport à avoir un bureau, à faire plein de salons à l'international. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en complément, ça peut être intéressant d'adosser ça
à une vraie démarche inbound et automation, c'est que c'est une alternative, dans un premier temps en tout cas, à une présence physique sur un certain pays, d'avoir un site, un blog, quelques landing pages et tout dans la langue et qui tiennent compte du cycle de vente local et des éléments culturels. Ça permet d'aller vite quand même parce que voilà, recruter quelqu'un à l'international sur un marché qu'on connaît pas, il faut souvent prendre des locaux, c'est pas évident, ça prend du temps, on risque de se tromper et finalement ça peut vraiment nous pénaliser en termes de temps. C'est toujours aussi un risque finalement d'aller investir dans un bureau, dans une personne, dans une équipe et peut-être que le marketing automation et l'inbound peuvent être un peu des pilotes ou des tests avant de vraiment s'investir physiquement dans ces régions-là. Donc, ce que je disais là, c'est prendre la température de ce marché-là et mener des tests aussi pour affiner son offre commerciale, affiner son discours de vente, tester des verticales et puis y aller de manière un petit peu plus raisonnable au lieu de finalement vraiment directement faire un chèque avec une équipe de 5 personnes, un bureau, pour aller tester un marché, ce qui représente un investissement très important. La logique de l'inbound marketing, et c'est là où je voulais aussi citer ce sujet-là, c'est qu'on parle souvent d'inbound comme étant la capacité à attirer de manière assez naturelle des prospects. Lorsque vous allez commencer demain sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne, sur le Nordiques, etc., espérez pas trop quand même être bien référencé ou avoir un flux naturel de prospects SEO grâce à vos articles de blog du jour au lendemain. Ça va mettre vachement de temps. C'est du temps souvent qu'on n'a pas. Et puis on risque aussi de courir après les mauvais lièvres en référencement naturel parce qu'on va se dire par mimétisme que c'est pareil que la France et c'est pas forcément le cas. Donc c'est intéressant d'utiliser à un moment les leviers payants. Donc je pense ici à l'AdWords, je pense à du social ads comme du Facebook ads, comme du LinkedIn ads, comme du retargeting, etc. Donc ce type d'outil-là qui va nous permettre d'aller tester à un moment soit une verticale de marché sur LinkedIn parce qu'on va faire un ciblage spécifique, soit quelques mots-clés en AdWords dans la région avec une landing page et plusieurs typologies d'offres. Donc sortir une dizaine de landing pages avec des angles différents qu'on va aller sponsoriser sur certains mots-clés et ça, on peut le faire en l'espace de quelques semaines pour avoir directement aussi non seulement générer des leads, mais aussi mesurer finalement quel est l'impact du discours, quel est l'impact selon les verticales, qu'est-ce qui marche le mieux. Et pour quelques milliers d'euros, on peut vraiment avoir presque une étude de marché finalement de comment notre offre aujourd'hui et notre marque et nos landing pages résonnent dans ces pays-là, sans y aller, sans attendre finalement que nos 10, 20, 30 articles de blog soient bien référencés. Donc on gagne du temps, et tout ce savoir-faire-là, on va pouvoir derrière l'injecter dans une vraie stratégie de contenu mid-terme, long-terme, ou dans un dispositif commercial, dans un discours avec une équipe en local, etc. Donc c'est vraiment intéressant d'utiliser le payant pour aller vite et pour apprendre et rentrer dans cette logique assez lean. Donc il y a aussi une notion de demain aller à l'international, il y a une notion de productivité aussi. Donc si vous devez commencer à faire des campagnes en allemand, en français, en espagnol, en anglais, parce que c'est quand même l'Europe, c'est pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis, c'est 300 millions de personnes avec une langue, un pouvoir d'achat, finalement un marché qui est assez simple à adresser. L'Europe, c'est très complexe. Hein. Il y a plein de langues, plein de cultures. Très souvent, l'anglais, et même si on a pas mal de gens qui les comprennent en B2B, ça va pas toujours être la langue du confort. Donc, on est obligé en français de parler souvent en français, en allemand souvent de parler en allemand. En nordique, l'anglais marche un peu mieux, mais en Espagne aussi, l'espagnol est aussi souvent un prérequis. Donc, on va être obligé de multiplier les langues, multiplier les approches, prendre en compte aussi tout ce qui va être les formules de politesse. En Allemagne, c'est très important. Donc, il y a pas mal de subtilités qui derrière demandent beaucoup de travail et beaucoup de réflexion pour localiser. Et on a besoin de gagner en productivité, c'est-à-dire que si on fait une campagne, de ne pas refaire un dispositif manuellement à chaque fois pour chaque pays. Donc si on peut aller gagner en productivité avec notamment la possibilité de cloner des campagnes dans un outil de marketing automation, donc de cloner un webinar, de cloner un événement et d'aller adapter ensuite le contenu, ça va nous faire gagner du temps. D'où l'intérêt d'avoir ces outils-là pour avoir des templates email, des templates de landing page, des templates de mini-sites qui vont nous permettre de faire des économies d'échelle sur toute la tuyauterie marketing pour gagner en productivité, gagner du temps et puis envoyer de la campagne pour générer du lead ou faire monter nos contacts
et nos leads en maturité, les inviter à nos événements, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un vrai enjeu de ces outils-là. Et puis après, il y a un dernier point qui est intéressant avec le marketing automation. Enfin, il y en a plein d'autres, mais je trouve que c'est la possibilité d'uniformiser des bonnes pratiques, non pas d'avoir un décalage. Finalement, si on a une instance à un moment qui est partagée ou des instances qui sont similaires, d'uniformiser des bonnes pratiques entre les pays et pas avoir un marketing qui est trop dépendant des pays où on va avoir d'un côté la France qui fait ses salons en France, l'Allemagne qui fait ses salons en Allemagne, et du coup finalement des comportements qui sont très différents de part et d'autre, mais de prendre des bonnes pratiques et puis de les uniformiser dans des outils, de décliner des contenus, de voir ce qui fonctionne dans un pays et de reprendre la même logique dans un autre. Donc de pouvoir à un moment ou un autre apprendre des uns des autres et utiliser des process et des méthodes et des outils communs pour pouvoir envoyer des campagnes qui fonctionnent bien, quelles que soient les régions. Et puis, quand il faut y aller, je voulais vous donner aussi quelques conseils pour les étapes clés d'un déploiement international réussi. Et je reprenais l'image de risque. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Euh, Très souvent, ce qui va être important, et je reprends un peu ce que je disais en introduction, c'est que c'est important de maîtriser une région avant de vouloir attaquer le monde entier. Parce qu'attaquer le monde, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de ressources, ça dilue aussi finalement la concentration. Il ne faut pas perdre de vue les basiques. Hein. Donc, c'est-à-dire que si à un moment notre produit et notre vente ne marchent pas en France et qu'on n'a pas bien compris comment ça se vendait et qu'on vend un petit peu vraiment à la force du poignet, ça va être difficile d'aller bénéficier du marketing automation et de l'inbound à l'international. Donc, on a besoin de bien connaître notre prospect, bien connaître notre vente, bien maîtriser notre cycle sur la région pour derrière pouvoir aller décliner quelque chose qui fonctionne bien en tenant compte des contraintes internationales, des contraintes locales et on ne peut pas industrialiser quelque chose qu'on ne sait pas formaliser. Donc c'est vraiment important avant de vouloir conquérir le monde, de pouvoir vraiment être maître de sa propre maison, quoi. Ce qu'il faut toujours avoir en tête dans les déploiements, c'est qu'on est sur un sujet où il y a toujours un triptyque important. Dans tous ces projets-là, il y a un sujet de technologie, parce qu'à un moment, pour pouvoir mettre en œuvre ça, il faut un bon outil, il faut un bon site Internet, il faut un CRM qui est à jour, avec des bonnes bases de données et un bon fonctionnement. Il faut un outil de marketing automation qui soit adapté à vos besoins, que vos outils sachent faire vivre, que vous savez utiliser, qui est bien paramétré. Et l'outil fera pas tout. C'est pas parce que vous avez Marketo, que vous avez HubSpot, ou que vous avez Acton, etc., que c'est gagné. Il faut encore une fois, il faut bien le faire paramétrer, puis il faut bien le faire vivre. Et pour bien faire vivre ces outils-là, on a besoin de process. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place une méthodologie dans le paramétrage et puis une méthodologie au quotidien pour faire vivre ça. Et le troisième point, c'est qu'il faut une équipe. Et ça ne veut pas dire une agence, ça veut dire aussi une équipe en interne qui est capable de travailler avec une agence éventuellement, qui est capable de devenir autonome sur ces sujets d'inbound et d'automation, et qui arrive aussi à prendre les sujets de ce marketing moderne en main, et en ayant aussi une vision un peu agile des choses. Faut rentrer dans une logique test and learn. Il faut pas, faut un peu oublier les codes du marketing traditionnel. Il faut se rapprocher de la vente. Donc, il faut un peu repenser ces basiques. Et très souvent, le problème des marketeurs repose sur ces trois sujets-là. C'est que soit on a un problème d'équipe, soit on a un problème de process, soit on a un problème de techno. Et si on en a un des trois qui fait défaut, le projet ne peut pas fonctionner. Donc, on a toujours besoin d'avoir ces trois éléments qui sont parfaitement alignés. Et si on a ça, normalement, on est paré à tout. Donc, pour le rappeler, sur la technologie, il faut choisir l'outil qui est adapté. Donc, chaque outil a toujours un intérêt. Il y en a qui sont économiques, il y en a qui sont puissants et personnalisables, il y en a qui sont faciles à utiliser, il y en a qui sont plutôt orientés inbound, il y en a qui sont plutôt orientés maturation des leads. Donc là, il faut faire le bon choix par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Il faut le configurer et le déployer correctement. Il faut à tout prix le synchroniser avec le marketing, avec le CRM, parce que sinon, on va avoir quand même une problématique, c'est qu'on va générer des leads ou travailler des contacts, et puis on ne va pas les passer dans les bons délais aux commerciaux, ou si jamais le deal est signé, on n'est pas au courant d'un point de vue marketing. Donc, en termes de boucle d'apprentissage, ça va être limitant pour nous. On a besoin de le connecter au CRM pour vraiment être efficace. Et puis, il faut qu'on sache que nos équipes
sache l'utiliser, parce que voilà, si on a une bonne machine de guerre bien paramétrée, mais que derrière, il n'y a personne qui prend la suite, ça va être compliqué. Donc ça, c'est vraiment aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Les process. Donc, comment on met en place des process efficaces? C'est qu'il faut, il faut une stratégie qui est donc plus qu'une stratégie, c'est plutôt une tactique, hein. Aujourd'hui, vous devez certainement avoir une stratégie commerciale qui fonctionne plus ou moins bien. L'idée, c'est qu'elle soit la plus efficace, mais elle ne doit pas rester dans la tête de vos vendeurs ou dans la tête de vos fondateurs. Il faut essayer de la mettre sur le papier de la manière la plus efficace possible, en définissant vos objectifs, en définissant vos personas, en définissant le cycle de vente auquel on va faire face, comment on va paramétrer la data au sein de ces outils-là, c'est quoi les champs qu'on va utiliser pour segmenter, c'est quoi le modèle de scoring, c'est quoi le modèle derrière de segmentation qui va nous permettre de raconter finalement des histoires différentes ou de mesurer les niveaux de maturité et de savoir finalement, moi, commercial, qui est-ce que je dois appeler. Donc, c'est important de maîtriser la data et de la penser de manière assez large au départ pour pouvoir exclure éventuellement les contacts qui sont de mauvaise qualité. D'imaginer derrière les scénarios de nurturing et finalement de campagne qui vont nous permettre d'avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Donc, c'est important de documenter tout ça au démarrage au niveau du setup de l'outil, mais aussi ensuite pour faire vivre la plateforme et pour aller dans la bonne direction en permanence. Donc, et puis, il faudra aussi prévoir un cahier des charges pour la synchro entre le CRM et le marketing automation pour être sûr que finalement le fonctionnement, et c'est un peu la traduction technique du fonctionnement qu'on voudrait avoir entre le marketing et les ventes, il faut que ce soit parfaitement aligné, bien compris. Ça ne veut pas dire que ce sera gravé dans le marbre, on va peut-être le faire évoluer, mais en tout cas, il faut toujours que ce soit très clair sur le papier, parce qu'une fois que c'est en place dans les outils, c'est assez opaque et on ne se rend plus trop compte de ce qui se passe. Donc, c'est important toujours de bien documenter les choses pour pouvoir bien paramétrer nos outils et bien les faire vivre. Et puis, une fois qu'on a bien mis en place ça, il nous faut aussi un modèle de fonctionnement au quotidien qui nous permet de piloter des campagnes, donc d'avoir un modèle type pour le webinar, d'avoir un modèle type pour les livres blancs, et de rentrer dans une logique d'amélioration continue, parce que votre première campagne, aussi douée soyez-vous, elle sera jamais aussi bonne que votre 10e campagne. Donc c'est toujours important de bien rentrer dans cette logique d'amélioration continue et de vous dire qu'après chaque campagne, vous mettez en place des actions qui vont vous permettre de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux pour atteindre de plus en plus, d'être au plus proche de vos objectifs, voire de les dépasser. Donc les process, c'est vraiment important. Et documenter les choses, c'est pas un luxe parce que si demain vous avez un petit peu de turnover ou des personnes qui arrivent, des personnes qui partent dans votre équipe marketing, et c'est des équipes qui sont souvent un petit peu changeantes au sein des entreprises, on s'en rend compte, c'est qu'il y a toujours un peu de turnover. C'est important d'avoir quelque chose de clair parce qu'une fois que c'est dans les outils et que vous avez de la passation, ça devient compliqué de s'approprier le fonctionnement ou ce que la personne a voulu faire. Donc ça, c'est important. Et puis de rentrer vraiment dans cette logique d'amélioration continue. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'efforts qu'on a du résultat. Parfois, il suffit d'un peu d'astuce et de se dire que finalement, on va faire une campagne sur nos clients pour upseller parce que c'est une priorité business plutôt que d'aller générer des leads avec des articles de blog en SEO. Parfois, à effort équivalent, il y a des petites astuces qui nous permettent d'aller vite. Mais encore une fois, plus c'est documenté, plus on a une vision systémique de ce qui se passe, plus ce sera possible de le faire. Et puis, on rentre dans des roadmaps après en termes de mise en place. Généralement, c'est entre 4 et 6 semaines. On fait une stratégie, une implémentation, et après de rentrer dans un fonctionnement qui est mécanique, où on a plus de place pour l'action que pour la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et qu'il ne faut pas penser. Mais à un moment, si on passe 80% de notre temps à imaginer des campagnes et à faire des réunions, il n'y a rien en place. Et s'il n'y a rien en place, il n'y a pas de résultat. Donc, il faut essayer de se baquer par du process pour avoir une équipe marketing qui est la plupart de son temps sur le terrain à délivrer de la campagne et se donner des temps et des temps d'incrément où on va faire de l'amélioration continue. Au niveau des équipes, on en a rencontré beaucoup, on en a chez nous aussi, on s'est rendu compte que c'est toujours important et c'est finalement le premier facteur clé de succès, c'est d'avoir la bonne équipe pour faire vivre ça. Donc il va falloir se former à ces outils-là. Alors la chance qu'on a, c'est que tous ces éditeurs aujourd'hui, ils ont beaucoup d'outils de formation en ligne. On va avoir des e-learning, on va avoir des certifications, on va avoir des L-Base qui sont assez fournis. C'est toujours intéressant de se pencher sur ces outils-là. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles soient expérimentées. Donc ça, c'est pas évident parce que vu qu'on est sur des sujets nouveaux, les experts sont encore assez rares, mais ils sont en train d'apparaître au sein des entreprises et au sein des agences. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de résoudre. Au-delà du fait que vous ayez des gens formés et expérimentés, il faut qu'ils aient le temps de faire ça.
Donc, il faut de la bande passante et de la disponibilité. Donc ça nous arrive de temps en temps de se dire, bah, tiens, il nous faut un développeur pour un template email ou un template landing page. Et donc l'entreprise a effectivement des développeurs, mais les développeurs sont plus en train de développer le logiciel, par exemple, de l'entreprise, et du coup sont pas disponibles pour le projet, et du coup ça pénalise l'ensemble de la chaîne. On est obligé d'avoir de la bande passante, et on a besoin d'avoir des gens aussi qui sont motivés, et c'est pas seulement de leur propre fait, c'est aussi de l'organisation qui est capable de les motiver, donc de leur donner des objectifs qui sont atteignables, des outils qu'ils sachent utiliser, et du coup de leur donner aussi au marketing un peu plus de pouvoir, et finalement de ne pas le mettre au service de la vente, mais de l'aligner avec la vente et vraiment de créer un binôme où le marketing et la vente vont vraiment travailler en synergie et être efficaces. Il y a aussi un sujet autour de l'internalisation et de l'externalisation. Si vous allez aller à l'international, ça va commencer à être un sujet. Vous allez avoir un sujet de contenu. Donc le contenu, c'est pas seulement la traduction, c'est aussi finalement localiser le contenu par rapport à vos contraintes de marché, à vos contraintes culturelles, etc., etc. Donc ça, il va falloir le prendre en compte. Souvent, il va falloir partir avec des acteurs locaux qui vont vous aider à décliner du contenu, produire du contenu, et derrière être capable de délivrer. Et il y a des questions à se poser autour de ça. Il y a des choses que vous allez pouvoir internaliser, il y a des choses que vous allez pouvoir externaliser. Certainement, ça évoluera au cours du temps. Mais c'est important du coup de ne pas internaliser parce qu'on veut internaliser ou de ne pas externaliser parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Il y a toujours une manière intelligente de voir ça. C'est toujours important de ne pas tout externaliser parce que dans ces métiers-là, l'inbound et l'automation, il y a un vrai savoir-faire métier. Votre cycle de vente, la manière dont vous concevez votre produit, la manière dont vous voulez parler à votre cible, les messages qui marchent bien, ça, c'est un savoir-faire qui doit être dans votre entreprise. Alors, vous pouvez avoir effectivement une agence qui vous aide à le formaliser, qui vous aide à le mécaniser et qui vous aide à utiliser des canaux modernes pour le faire connaître. Mais vous avez toujours besoin à un moment de bien aider votre prestataire, si vous en choisissez un, ou de bien travailler autour de votre outil pour l'implémenter de la bonne manière. Donc, on ne peut pas complètement se désolidariser de ce projet-là et le confier à une agence. On a vraiment besoin de s'impliquer. Et à terme, pour gagner en réactivité, plus vous internalisez de choses, plus vous serez réactif, plus vous aurez la capacité à vraiment être dans cette logique d'amélioration continue, parce que quand on collabore avec un prestataire, on a toujours un petit peu, même si on est bien organisé, on a toujours un petit peu de lag entre le moment où on observe quelque chose et au moment où on le met en place. Puis on a des enjeux de conduite du changement, ça c'est vraiment important, on passe d'un marketing un peu tradit à un marketing moderne. Donc il y a vraiment des questions à se poser sur l'amélioration continue. Ça, c'est pas toujours des principes qui sont forts dans les entreprises, qui sont un peu verrouillés par du process un peu ancien ou un peu contraignant. Donc c'est important de repenser ça. Il faut externaliser bien, avoir une vision transverse. Et puis vraiment, très souvent aussi, c'est de passer sur des fonctionnements un peu standards. Éviter de faire des choses trop custom pour vous en vous disant on est vraiment très différent de tout le monde. C'est sûrement vrai sur certains aspects. Généralement, en termes de mécanique, de logiciels de type CRM et marketing automation ou website, essayez d'aller vers un fonctionnement standard parce que les outils sont pensés pour un fonctionnement standard. Et dans 99% des cas, le fonctionnement standard est quelque chose qui vous aidera et vous fera avancer. Donc, évitez de créer trop de complexité ou trop de singularité parce que vous allez avoir du mal à industrialiser. Et quand vous allez en plus rajouter par-dessus la couche internationale, ça va vraiment devenir problématique. Donc, je parlais de former les équipes, je vais passer parce que j'ai quasiment terminé. Et au niveau de l'amélioration continue, nous, on utilise beaucoup le modèle A3 en termes de lean parce que c'est intéressant pour rentrer dans une logique où on va rentrer sur de l'amélioration de manière incrémentale. Donc, d'identifier à un moment un sujet ou un problème, de proposer un plan de contre-mesure et un plan d'action pour le mettre en place et un système de suivi pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est un modèle qui fonctionne bien chez nous. Après, on peut utiliser n'importe lequel, mais c'est important à un moment de se dire qu'une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, on va se forcer à sortir de sa routine de production pour aller apporter des améliorations et derrière décliner ça. Et ça sera d'autant plus efficace si derrière vous faites de l'international, de pouvoir mettre en commun ces différentes bonnes pratiques avec l'ensemble de vos filiales ou avec l'ensemble de vos équipes qui s'occupent de ces différents marchés.
Il y a pas mal d'outils d'organisation. L'organisation est un vrai sujet, hein. Je parlais de process, je parlais de technologie et je parlais d'humain. Nous, on utilise beaucoup Trello et si vous l'utilisez pas aujourd'hui, je vous conseille de le faire parce que vu qu'on est sur des logiques et d'autant plus à l'international avec pas mal de personnes différentes, pas mal de sujets différents, pas mal d'expertises différentes, si à chaque fois on doit se faire des mails ou faire des réunions pour avancer sur un en-tête d'email, on n'est pas sorti. Donc l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement aussi en termes de communication, de synchronisation, de responsabilité qui est centralisé. Et Trello fonctionne bien pour ça. Nous, on l'a vraiment mis à l'intérieur de la plupart de nos process et la plupart de nos prestations, parce que ça permet de savoir finalement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en cours, qui fait quoi, quand est-ce qu'on aura terminé, et ça permet de rentrer vraiment dans un fonctionnement industriel au quotidien. Et je vous conseille vraiment d'aller là-dessus. Moi, j'arrive au bout de ce webinaire, donc on avait un petit peu de retard. Désolé pour ce problème technique. Je prends pas de questions là sur le webinaire parce on en a beaucoup et c'est toujours très custom comme question, donc c'est pas évident de les traiter comme ça. Je vous invite à m'écrire un email, je serais très content de vous répondre ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter directement sur nos landing pages ou par email directement ou écrivez-moi sur LinkedIn ou passez-moi un coup de fil. Euh, les sujets qu'on a vus là sont vraiment des sujets importants, mais retenez que on a besoin à un moment ou un autre de maîtriser une région, de bien formaliser son cycle de vente parce qu'on ne peut pas automatiser des choses qui sont informelles ou industrialiser des choses informelles. Et avant de finalement de lâcher, d'ouvrir complètement les vannes sur l'international ou d'attaquer X pays en même temps, c'est bien d'avoir un fonctionnement un peu test and learn et de rentrer dans une logique où on va pouvoir limiter les risques tout en industrialisant ce qui peut l'être. Voilà, bah écoutez, je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.